j'aimerais que tu lui demandes comment la pensée se crée. Comment se crée-t-elle, pensée? Ce que je vois, c'est que ça émane de la source, en fait. Ça émane de la source, avant que ce soit une pensée parfaitement définie et qui soit verbalisable. C'est quelque chose de plus subtil et de plus conceptuel, de plus universel. Ça descend dans les couches qui correspondent à des vibrations de plus en plus denses, en passant par la conscience supérieure. Mmh. Et ensuite, est-ce que ça descend encore ou ça s'arrête au niveau de la conscience supérieure? L'origine de la pensée vient de la source et descend dans les plans qui correspondent à des vibrations de plus en plus denses à travers la conscience supérieure et ensuite atteint le mental dans ce processus de réduction. Et la pensée initialement est d'ordre conceptuel, elle n'est pas encore verbalisable, elle est beaucoup plus large, elle est beaucoup plus profonde et elle a beaucoup plus de signification. Et quand elle, dans ce processus de descente vibratoire vers le mental, c'est un processus de réduction. Et donc, quand ça arrive au mental, c'est déjà beaucoup plus réduit, beaucoup plus limité. Ça c'est réduit aussi en fonction des croyances limitantes du mental et le mental prend cette pensée comme si ça venait de lui, en général, alors que en fait, ça vient au départ de la source. Et il y a il y a plusieurs types de pensées. Il y a ces pensées-là, celles qui viennent de la source, qui sont vraiment des pensées, on va dire, d'ordre créatrice, qui sont des pensées originales, des pensées qui sortent un petit peu du conditionnement de la personne. Et puis il y a d'autres formes de pensée qui sont émergentes plus des conditionnements de la personne, de sa mémoire autobiographique, c'est-à-dire de tout ce qu'il a vécu, mémoire de tout ce qu'il a vécu dans sa vie actuelle, ou alors des sources qui viennent de la conscience supérieure, mais qui ne viennent pas de la source. Cette fois-ci, ce sont d'autres formes de mémoire qui ne sont pas accessibles en mémoire autobiographique. Ce sont des mémoires qui viennent, qui sont issues d'expériences de vie parallèles, par exemple, ou d'expériences de vie hors de la vie actuelle. Et donc, en gros, il y a trois types de pensée et c'est encore une simplification. Donc ces pensées sont différentes selon l'origine de l'information. Donc il y a celles qui viennent de la source, celles qui viennent de mémoires qui sont stockées au niveau de l'âme, on va dire, ou de la conscience supérieure, et puis celles qui sont issues d'informations qui sont stockées au niveau de l'incarnation actuelle dans des processus de mémorisation actuelle de son incarnation actuelle au niveau de la mémoire autobiographique. Euh, il y a encore des sous-catégories là, en fait. Il y a des mémoires autobiographiques qui sont stockées, on va dire, hors du cerveau physique, et puis il y en a certaines qui sont stockées
dans le cerveau physique, avec une contrepartie physique. Donc, le cerveau, en fait, ne stocke qu'une toute petite partie de l'ensemble des informations, mais il y a quand même certaines informations qui sont stockées dans le cerveau. Ça peut être, par exemple, des chocs traumatiques qui sont stockés avec des associations au niveau émotionnel dans le cerveau, qui laissent des traces au niveau du cerveau. Ça aussi, des sources de pensée, puisque en fait, si la personne revient à cette mémoire-là, elle va avoir des pensées qui sont associées à cette mémoire, qui vont lui revenir. Les stimuli dans Donc la il y vie, c'est a ça? des... Oui, ça peut être des mémoires qui sont stockées suite à des stimulations dans sa vie, ouais. Et ce sont ces mémoires qui sont réactivées. En fait, la source des pensées dépend de la source de l'information initiale, si elle est dans ces mémoires-là, dans quelle zone elles sont stockées, en fait. Euh, et ce que j'ai commencé par dire en premier, c'est ce qui correspond à une absence de stockage, c'est-à-dire quand ça vient de la source. La source, en fait, on pourrait dire que c'est le stockage absolu de toute l'information, de tout ce qui existe et existera. D'une certaine façon, c'est une forme de stockage aussi d'informations. Mais c'est restrictif de comparer la source à simplement une mémoire. C'est bien plus que ça. Mais d'une certaine façon, ça contient aussi la mémoire de nombreuses choses. Et donc en fait, voilà, on peut définir cette pensée, elle vient, elle est différente selon la source de l'information où elle est stockée en fait. OK. Quand tu dis que ça provient de la source même, le premier cas, hein, dont tu as parlé, c'est comme, des personnes qui vont avoir une forme d'inspiration. Ils savent C'est pas d'où ça, vient oui. la source, d'où vient l'information, mais ça vient de là-haut quoi, entre guillemets. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas présent dans Dans leur leur cerveau. environnement, Mmh. qui ne peuvent pas avoir accès par copie, en copiant sur quelqu'un d'autre ou en copiant sur quelque chose qui existe dans leur environnement. Et en fait, la source, c'est comme s'ils venaient la copier, mais à la source. Donc là, c'est perçu comme nouveau au niveau de notre environnement, mais au niveau de la source, il n'y a rien de nouveau. Tout existe et déjà, entre guillemets. Mmh. Mmh. Et ça, c'est accessible à tout le monde? C'est-à-dire qu'une personne qui va être inspirée par va recevoir une pensée, qui provient de la source, une autre personne, est-ce qu'elle est tout aussi capable de la recevoir, dans un autre Alors, environnement, dans un en fait, le simple fait que ça nécessite ce parcours, entre guillemets, entre la source et le mental, ça nécessite que ce flux-là, il soit possible. Et dans certains cas, pour certaines personnes qui sont très déconnectées de la source, ben, ce flux ou cette circulation-là, elle est partiellement ou totalement bloquée. Donc dans ce cas-là, ces personnes-là, ils ne sont pas capables de recevoir cette information, ce type de pensée. et pour la personne qui reçoit l'information, est-ce que son mental ne va pas venir, biaiser l'information, venir la parasiter, la C'est rendre moins exactement pure? Ouais, Oui, et c'est exactement ce que j'expliquais en fait. C'est le fait que le processus de descente ça arrive jusqu'au mental, ça va être réduit et limité par ses croyances limitantes. Ça va être même partiellement transformé selon les a priori du personne? mental. Enfin, Oui. oui, c'est un processus de réduction et de transformation par rapport à ce qui est à l'origine.
Et le mental sur cet aspect-là de transformation et de réduction a un impact très important. C'est impossible Ouais. que ce soit une information qui reste pure? Euh, Absolument intact comme à la source, c'est entre guillemets impossible par le simple fait qu'il y a une incarnation, il y a un ego et il y a un mental par ce processus-là. Donc c'est forcément un minimum transformé et un minimum réduit. Mais après, la proportion est très variable d'une personne à une autre. Mmh. Ça dépend de ses croyances limitantes, de son ouverture d'esprit et cetera. Voilà, du Mmh, travail qu'il a fait sur lui, et cetera, et cetera. Ouais. OK. Tout à l'heure, tu parlais d'informations qui étaient stockées dans le cerveau, d'autres non. Est-ce que tu peux regarder, quand tu dis que ce n'est pas stocké dans le cerveau, où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve dans l'éther pour l'essentiel. Mmh. En fait, l'âme et la conscience supérieure ont accès aux informations stockées dans l'éther et en particulier celles qui la concernent. C'est comme si ce livre on va parler des mémoires akashiques, hein, c'est comme si on avait un livre, rien que pour notre parcours d'âme qui reste, pratiquement ouvert en permanence à l'accès de notre conscience supérieure ou de notre âme. Et puis, il y a d'autres livres dans cette bibliothèque akashique qu'on peut aller, demander et auxquels on peut demander l'accès. On va pas forcément l'avoir, mais on peut demander l'accès puis éventuellement l'ouvrir. Mais tout ce qui concerne le parcours de l'âme, de notre âme, en fait, c'est notre livre à nous, donc on en a le droit d'accès euh, par le simple fait que ça soit notre Oui, parcours d'âme. d'exister. Mmh. Mmh. OK, et cette information qui se trouve dans l'éther, est-ce qu'il est accessible à tout le monde ou est-ce que, comme tu parles de droit d'accès? Et ben justement, il y a des accès qu'on peut avoir sur d'autres parcours d'âme ou d'autres informations qui ne concernent pas notre âme, mais on ne va pas forcément nous donner l'accès à tout. Par exemple, il se peut qu'il y ait des informations. Alors, l'accès euh, va être restreint en fonction de notre évolution spirituelle. Il y a des choses qu'on peut. C'est comme par exemple un enfant. On va lui donner un jouet, mais on va pas lui donner un pistolet chargé en enlevant la sécurité. On va pas lui donner n'importe quoi. On va lui donner ce qu'il est prêt, ce qu'il peut avoir sous la main, qui est OK pour lui. Eh bien, au niveau du développement spirituel, on va pas donner à quelqu'un qui est en début de parcours spirituel des choses qui pourraient être dangereuses pour lui parce qu'il n'a pas la maturité spirituelle pour pouvoir s'en servir de façon appropriée. Et donc, euh, dans les informations qui sont accessibles à une conscience supérieure, il va y avoir des choses qui seront dont il pourra avoir accès, et puis d'autres qui vont pas lui être données comme accès. Déjà parce que lui, il va pas pouvoir avoir la maturité pour s'en servir comme il faut. Et puis, il peut très bien y avoir d'autres raisons euh, qui sont liées, par exemple, au respect du libre arbitre d'une autre personne. Si, par exemple, euh, la personne n'est pas suffisamment averti. Ça revient un peu à ce que je viens de dire, mais c'est un exemple plutôt. Par exemple, supposons qu'une âme vienne consulter des informations concernant une autre âme. euh, et que en fait, le fait d'avoir ces informations qui puissent être accessibles à son mental et qu'elle puisse ensuite communiquer directement au mental de la personne, euh,
et ça lui donne une possibilité d'interférer avec, le libre arbitre de la personne puisque c'est quelque chose qui la concerne. Et puis si, finalement, avoir cette information pour cette personne maintenant, c'est mauvais pour elle parce qu'elle est pas prête pour, eh bien, ça crée une interférence avec le libre arbitre et le bien-être de la personne et finalement, heu cet accès n'était pas juste, n'était pas approprié. Donc il peut y avoir, par exemple, une restriction d'accès d'informations dans un cas comme ça, par exemple. Mmh, d'accord. Moi, j'ai un autre exemple qui me vient en tête, c'est pour, par exemple, une personne qui va avoir un ressenti sur nous, qui va avoir accès à une de nos mémoires sans que nous, on en ait conscience de cette mémoire. Elle va nous partager, son ressenti et comment est-ce qu'elle a pu obtenir cette information? Est-ce que c'était dans l'éther? Est-ce qu'on lui a soufflé? Est-ce que ça fait partie de notre aura? Comment est-ce que ça se passe? Bah, c'est essentiellement dans l'éther qu'elle va avoir l'information. Si on Mmh. lui donne l'information, si elle a accès à l'information, c'est que c'était accordé, hein, sinon ça n'aurait pas été possible pour elle. C'est qui «on»? Euh, qui ont Bah oui, c'est en qui? fait, C'est la source, les guides, c'est oui, qui? il y a, Notre âme? c'est pas notre âme. Hem, Qu'est-ce qui donne l'accès? c'est en fait, c'est une c'est une question très complexe en fait là. Mmh. C'est pas un être qui va dire: «Non, tu peux pas» ou c'est pas un Mmh. être en fait. Mmh. C'est en fait dans la structuration de l'éther, c'est comme si, c'est comme s'il y avait des mots de passe ou des clés d'accès, pour certaines choses et que ces clés-là, on les a en fonction de ce qu'on est en termes spirituels, par exemple. C'est-à-dire que c'est notre vibration qui nous permet d'ouvrir certaines boîtes, mais pas d'autres. Il y a toute notre vibration qui correspond à notre âme, c'est un peu comme un jeu de clés qui va pouvoir accéder à un certain nombre de sources d'informations et pas à d'autres. Mmh mh. Et si on évolue spirituellement, on va changer notre vibration et le jeu de clés va s'élargir. En général, il va y avoir de plus en plus de clés et donc de plus en plus de choses auxquelles l'âme va pouvoir accéder. OK. Va pouvoir accéder finalement aux différents ressentis par rapport à différentes personnes, par exemple. Par exemple, Mmh. le OK. simple fait que, il y ait une interaction, par exemple, je prends un exemple concret entre une nouvelle interaction entre un thérapeute et un consultant. Mmh. Le consultant vient pour, se libérer de telle ou telle problématique. Là, ça va créer un échange d'informations entre les 2 personnes et au niveau vibratoire, le thérapeute, il va changer en fonction de cette interaction vibratoirement. Ça va lui modifier les accès, c'est ça dans son «jeu de clés» entre guillemets et du coup, si c'est approprié en fait qu'il accède à certaines informations pour pouvoir aider la personne, qu'il a pris en consultation, eh bien, il va recevoir, automatiquement ces clés supplémentaires vibratoirement parlant, par cette nouvelle interaction qu'il a avec ce consultant. Mmh. Je comprends. OK. J'ai une question par rapport aux pensées parasites. Est-ce que ça, hem, comment est-ce que ça se fait que parfois on peut avoir des pensées destructrices? Est-ce que ça vient forcément
de notre programmation, des êtres qui peuvent être collés entre guillemets sur nous. Est-ce que tu peux regarder à ce niveau-là pour les pensées parasites, l'origine de cela? Il y a plusieurs sortes Mmh. déjà. Il y a les pensées parasites qui sont, on va dire, de génération interne, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui les créons en nous, en soi. C'est comme si il y avait des mémoires qui se réactivaient à l'intérieur de nous et qui venaient prendre le devant sur d'autres. Enfin, quand elles se réactivent, ça génère des pensées et elles prennent le devant, ces pensées, sur d'autres pensées qui étaient en cours. Donc ça crée des pensées parasites, mais sont d'origine interne. Après, il y a des pensées parasites qui peuvent être provoquées par l'environnement extérieur, par exemple par des entités, mais aussi ça peut être par du contrôle mental, ça peut être par des vibrations ambiantes dans l'éther. Parce que l'éther, on peut le voir aussi un peu comme si on était dans de l'eau et qu'il y a des courants marins. De temps en temps, on sent du froid, puis après on sent du chaud, puis etc. Ça change. L'éther, en fait, c'est un peu comme un milieu aquatique à un taux vibratoire plus élevé que le taux qui correspond au monde physique. Mais il y a un peu ça, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait des courants qui vont apporter certaines pensées. Et ça peut être des pensées parasites. Je regarde s'il y a d'autres sources de parasitage. Alors, il y a bien sûr les parasitages qui sont liés à des implants qui peuvent être posés dans un ou plusieurs corps de la personne. Ça peut générer des pensées parasites. Mmh. Il peut y avoir le champ énergétique d'une personne quand on en est proche. Quand on se rapproche physiquement d'une personne, il y a le corps physique et puis il y a les corps subtils qui s'interpénètrent partiellement. Et cette espèce de mélange d'informations peut être source de pensées parasites qui sont liées au champ énergétique de la personne avec laquelle on a pris une certaine proximité. Pas nous penser à nous, mais c'est les Voilà. siennes, quoi. Mmh. OK. Ensuite, dès qu'on pense à une personne, eh bien, c'est comme si on entrait en communication avec son champ énergétique et son champ informationnel. Et donc, on peut simplement, en pensant à une personne, recevoir des pensées parasites de cette personne. Et c'est forcément des pensées parasites ou des pensées bénéfiques aussi, Ça dépend comment on Peu définit tout, c'est parasite. Parasite, voilà, c'est le dans champ le sens, informationnel. D'accord, oui, oui, c'est oui. ni Mmh, positif ni négatif, c'est quelque oui, chose qui vient interférer avec ce qui qu'on était n'intervient en train de penser sur le moment, quoi. C'est dans ce oui, oui. sens-là. OK, je Après, ça vois. peut être positif aussi, mais Mmh mh. Mmh. Très bien. Est-ce que tu peux regarder s'il y en a d'autres? D'autres, cas d'autres de sortes, pen oui. mmh, Euh, Après, il y a des pensées parasites qui peuvent arriver pas seulement
par la proximité ou le fait de se connecter mentalement à une personne, mais ça peut être aussi, des êtres vivants, dans notre environnement, ça peut être même Gaïa, ça peut être un arbre, ça peut être, l'herbe sur laquelle on marche, il y a pas de limite, ça peut même être, juste, pourquoi pas un une bactérie, un virus, une cellule, tout ce qui est vivant, peut, si on rentre à proximité, dans son champ, énergétique, et informationnel, peut être source d'une pensée parasite. Hem, il y a plein de sources possibles, en fait. Ouais. Par exemple, quand tu dis qu'on échange avec, des personnes, des choses comme ça dans le subtil, même sans s'en rendre compte, enfin du moins on capte leur champ informationnel sans s'en rendre compte. Est-ce qu'on peut aussi capter des égrégores dans l'éther? Alors, on peut, oui, oui, Ouais, des égrégores, soit des égrégores associés à la personne à laquelle on s'est connecté, soit des égrégores, simplement par le type de vibration qu'on émet nous-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, si on est dans une vibration de peur, on va se connecter, heu, plus directement à des égrégores qui vibrent, ce taux vibratoire-là, hein. Heu, donc ça, c'est dans l'éther aussi. Tout ça, c'est des informa c'est des, comment dire? Des parasitages, on va dire, de l'éther, comme ce que je disais tout à l'heure avec des courants. les Mmh. courants, marins. Il va y avoir des courants froids, on pourrait dire un courant froid, ça va être un égrégore négatif, puis un courant chaud, un égrégore positif, pour, donner une analogie, mais oui, Mmh mh. c'est que des égrégores, enfin, c'est presque que des égrégores dans les terres. Après, il peut y avoir des choses plus individualisées, mais les égrégores font partie de ce monde éthérique, donc mmh. Je crois que tu as répondu à ma question du coup concernant, qu'est-ce qui fait qu'on va capter plus un courant, entre guillemets «courant marin», froid ou chaud? C'est plutôt en fonction de nos vibrations finalement. C'est ça, on va Ouais, s'arrêter sur une chose parce qu'en fonction de notre, il y a énergie à un nous, une si on résonance. s si il y a un effet de résonance, c'est la Mmh. loi d'attraction, c'est encore la même chose, hein, c'est Mmh mh. ce que l'on vit, on attire ce que l'on vibre, hein, donc dès Mmh. qu'on commence à vibrer la peur, et ben, on va attirer, et se connecter à des égrégores de peur. OK. Hem, Quand on parle de pensée, donc il y a, on a vu 3 sources principales, un peu, si on récapitule, il y a la source, il y a ceux, qui viennent de nos conditionnements, de notre mémoire autobiographique et l'autre qui ne proviennent pas vraiment de la source, mais de notre conscience supérieure. Ça, c'est nos pensées, entre guillemets, «personnelles» et quand on échange avec d'autres, entités, d'autres, consciences, elles aussi, leurs pensées peuvent provenir de ces 3 sources et Bien sûr, ça peut venir, rentrer en contact finalement, différentes dès sources, si je puis dire. dès qu'on vient Ouais, entrer en connexion avec, une personne ouais, ou une entité ou un égrégore ou n'importe quoi, eh bien, ouais. on va se connecter à toutes les pensées potentielles de cette source. Ouais, mais d'où est-ce qu'elles proviennent ces pensées? C'est forcément, Ces pensées viennent, des 3 catégories voilà. pour cette source-là, mais le simple fait qu'on se connecte à cet être-là, ben, on va pouvoir se connecter à toutes les pensées de cet être-là. Heu, c'est Est-ce que tu peux regarder pour une entité défunte par exemple? Parce qu'elle, oui, elle a plus vraiment de cerveau, mais on peut quand même communiquer avec elle.
d'où est-ce qu'elles proviennent les informations de cette entité défunte? Comment elle les génère? Alors et déjà elle est elle a un cerveau, elle a une forme de cerveau, dans un corps, non physique. C'est-à-dire la réplique du cerveau, physique en éthérique, Mmh. plus ou moins. Donc c'est pas comme si elle avait pas du tout de cerveau. C'est OK. comme si elle avait un cerveau, on va dire qui est fait d'une matière plus subtile et heu et en fait, ben, elle a les mêmes, sources, c'est-à-dire elle a accès à des sources autobiographiques, de son incarnation, sa dernière Son vécu, ouais. incarnation et puis même de ce qu'elle est en train de vivre dans ce plan-là et puis, alors elle a une perception du temps qui est différente, un peu décalée par rapport à notre perception du temps, mais, il y a quand même une vie autobiographique, hein, un ensemble d'expériences qu'elle vit et qu'elle mémorise. Donc, ça aussi c'est une source, Et similaire. quand tu dis Heu, qu'elle mémorise, donc je suis d'accord que rien n'est perdu, mais ça va où? Ben, ça va alors, c'est comme pour le dans le physique, il y a une partie qui peut être stockée dans cette espèce de cerveau, on va dire, non physique et puis, le reste ça va être dans l'éther. Ça va être, comme pour l'être humain incarné, ça va être dans l'éther. OK. Donc une fois que vous communiquez avec elle, Alors, dès qu'on rentre en communication avec un être désincarné comme ça, ben, on peut entrer on peut recevoir des pensées qui sont, issues de cet, être-là, qui viennent de tout ce qu'on vient de dire. mmh, OK. Et quand tu parles des informations qui se trouvent dans l'éther, est-ce qu'il y a différents plans dans l'éther ou c'est juste un seul plan? Ça serait trop simple s'il y en avait qu'un seul plan. Mais en fait, on pourrait dire qu'il y en a qu'un, mais ça dépend comment on le définit. Parce que c'est un continuum vibratoire. C'est-à-dire que si on considère que, hem, on va prendre l'analogie du poste radio. Il y a une bande de fréquences Mmh. dans lesquelles on capte les radios. On peut considérer que la bande de fréquences, c'est quelque chose, d'unitaire. C'est comme, un tout. Ou alors on peut considérer que, heu, chaque, fréquence correspond à un plan fréquentiel différent dans cette bande de fréquences. Donc soit on considère que c'est un tout, soit on considère que c'est un peu comme un millefeuille. Eh bien l'éther, c'est un peu ça. C'est-à-dire que soit on considère que c'est un tout avec un champ de fréquences, qui peut varier, dans une gamme fréquentielle bien large. Mmh. Soit on considère qu'il y a, pour chaque, fréquence, ben, il y a un plan de l'éther différent, comme un OK. millefeuille. OK. C'est la même chose pour les informations, entre guillemets «de notre livre akashique»? C'est-à-dire qu'une page correspondrait à un plan différent, par exemple, ou plusieurs informations? Non, c'est encore différent. Non, c'est pas ça Mmh, exactement. non. Hem, Mmh, il y a une information, elle a, elle a un taux vibratoire qui lui correspond. mmh, Et donc elle va se «ranger» entre guillemets, dans un plan qui vibre, qui lui correspond en termes vibratoires dans l'éther. mmh. Ouais, OK, je comprends mieux.
Très bien. Est-ce que tu peux regarder au niveau des souvenirs? Parfois, il y en a qui nous reviennent comme des flashs et j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'on a accès à ce moment-là et pas un autre? Alors, en fait, le flash, ça correspond au fait que cet accès, alors je ne vais pas répéter, hein, les différentes sources d'informations Mmh. ont été évoquées, mais quelle que soit la source, il y a un processus de transfert d'informations entre la source et le mental. Et sur ce trajet-là, soit il y a des freins, soit c'est fluide. Si ça a été freiné pendant des années, par exemple, et puis que d'un seul coup, ça devient fluide, paf, ça revient. Alors ça revient pas forcément de façon le souvenir complet, mais comme c'est comme un tuyau qui commence à se déboucher. D'abord, il y a un peu d'eau qui passe et puis après, on commence à déboucher un peu plus, paf, il y a plus d'eau qui arrive. Bon. Donc là, par exemple, si le tuyau il était vraiment bouché, il se débouche un petit peu, il va y avoir quelques bribes d'informations qui vont pouvoir passer et ça va se manifester comme par exemple un flash où on va avoir juste une parcelle du souvenir, par exemple une image. Et le tuyau il peut se déboucher davantage et puis d'un seul coup, on va avoir beaucoup plus d'informations qui vont revenir. Et souvent, ça va être un processus progressif, ça va se déboucher progressivement, puis hop, au bout d'un moment, on va avoir le souvenir quasiment intégral de ce qui s'est passé. Quelle que soit la voie par laquelle, euh, par laquelle est passée l'information, c'est-à-dire quelle que soit la source qui a été décrite tout à l'heure, c'est le même, c'est à peu près le même processus. OK. Quel est le mécanisme qui se met en place? Parce que tu parles de, heu, comme si ça se débouchait, mais au niveau, subtil, au niveau, dans la matière, comment est-ce que l'information s'intègre, dans notre cerveau? Ou, comment elle Alors se dans manifeste? comment elle se manifeste? Alors il y a plusieurs questions là, en fait. Comment, l'information se manifeste, dans le cerveau? Enfin, dans le physique, comment est-ce qu'on arrive à la modéliser? Alors, en fait, le cerveau, en fait, il sert un peu de traducteur, de module de traduction d'une information qui peut être stockée partiellement dans le cerveau ou hors du cerveau, par exemple dans l'éther. Et c'est pas par exemple, c'est soit dans le cerveau, soit dans l'éther de toute façon. Mmh. Heu, dans l'éther, ça inclut la source à un certain niveau, hein. C'est parce que l'éther, voilà, c'est une bande large, hein. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc l'information, elle est reçue dans le cerveau. Le cerveau sert à, en fait, traduire cette information. C'est comme un poste de radio. Il reçoit l'information par des ondes électromagnétiques et il la transforme pour donner de la musique, par exemple. Là, le cerveau, lui, il reçoit l'information, que ce soit issu du cerveau ou de l'éther, il reçoit l'information, il la traduit, euh, par exemple, verbalement ou au niveau sensoriel ou au niveau émotionnel. Il fait une traduction dans tous ces aspects-là
et c'est ensuite compris par le cerveau en interne. Par exemple, si c'est verbal, c'est perçu comme si c'était une information verbale qui avait été reçue par exemple par les oreilles et transformée ensuite dans le cerveau, interprétée comme un ensemble d'informations verbales. Mais sauf que la source ne vient pas de l'extérieur, elle vient soit du cerveau, soit de l'éther. Hein. Et ça, c'est pour le secteur verbal, mais c'est vrai aussi dans le secteur émotionnel. Si, par exemple, la mémoire elle a une forte charge émotionnelle, eh bien, elle va activer les centres de perception émotionnelle du cerveau qui sont ceux qu'on pourrait avoir quand on a dans la vie réelle, entre guillemets, une perception émotionnelle. Par exemple, une peur ou une joie. Ça va activer des zones du cerveau, mais c'est les mêmes zones du cerveau qui vont s'activer quand cette information émotionnelle va arriver dans le cerveau. Elle va être traduite en émotion ou elle va être traduite en pensée verbale ou elle va être traduite en ressenti, par exemple, sensoriel. Hein, Mhm. ça dépend de ce que contient l'information qui a été extraite. Mais le cerveau sert. Ok, très bien. Est-ce que tu peux répondre à cette dernière question? Concernant les pensées parasites, est-ce que on pourrait avoir l'explication du pourquoi elles prennent autant de place chez certaines personnes? Des pensées destructrices, on va dire, de l'ego, par exemple. Alors chez certaines personnes, ils sont déjà extrêmement. Alors il y a plusieurs cas possibles, mais bon, il y a certains, ils cumulent plusieurs sources de pensées parasites, on va dire destructrices. Les sources sont toujours celles que j'ai évoquées. Hein. Ça peut être par exemple des expériences personnelles. Par exemple, la personne elle va s'exposer à des contenus télévisuels qui sont des films d'horreur ou je sais pas quoi, des trucs très toxiques au niveau émotionnel. Elle va déjà faire ça. Ensuite, elle va être en interaction avec des personnes qui sont toxiques, par exemple, qui vont lui parler que de tout ce qui ne va pas, de choses très noires, très négatives. Bon, voilà. Si en plus, par exemple, elle a des pratiques qui ne sont pas saines dans sa vie, bon, bah, ça va se rajouter à ça. Donc ça, c'est tout ce qu'elle va pouvoir capter de cette façon-là, qui vont pouvoir se stocker dans sa mémoire autobiographique et qui peuvent se réactiver et puis lui prendre de la place et tourner en boucle dans sa tête. Après, il y a des sources, par exemple, qui sont liées à des entités extérieures. Il y a des personnes qui vont cumuler énormément d'entités, par exemple, parce qu'elles sont addictes à des substances comme, je ne sais pas moi, la marijuana, et puis ils vont avoir ils vont recevoir des entités qui vont chercher justement plutôt des entités malveillantes, qui vont chercher à les entretenir dans leur addiction, et puis peut-être aussi quelques pervers narcissiques désincarnés, pourquoi pas. Et puis voilà, si cette personne elle cumule ce genre de trucs, alors forcément elle va avoir des pensées parasites plutôt négatives, hein, plutôt destructrices. Et puis, il peut y avoir encore d'autres sources. Hein. Si par exemple, elle a été abductée par des maîtrés mal intentionnés et puis qu'elle est la victime, entre guillemets, il n'y a pas de victime, mais son âme a choisi de vivre ce genre d'expérience que d'être manipulée et torturée à travers des implants psychologiquement, bah, il peut y avoir des pensées destructrices qui peuvent la traverser
en permanence, rien qu'à cause de ça. Puis si en plus de ça, elle cumule les autres ressources, et ben, elle a entre guillemets, une qualité de vie Mmh. vraiment désagréable, hein. Mmh. Oui. Et sans parler de tout ça, est-ce que le niveau de confiance, en soi et les peurs, qui sont, présentes dans son esprit ou heu, dans sa programmation, est-ce que ne serait-ce que ça permet à des pensées parasites de naître, d'être tout le temps Ouais, c'est présentes? ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire si par exemple elle vibre la peur, si elle vibre, Mmh. ce genre de vibration-là, elle va se connecter et attirer par résonance, par, loi d'attraction, tous les, comment? Les égrégores qui correspondent à ce type de vibration qui vont, Mmh. l'influencer aussi après, et entretenir, des pensées, similaires, hein, de peur et cetera. Donc ça va être aussi, source de comportements potentiellement, destructeurs ou, morbides, hein, c'est Mmh. Et tu dis qu'on capte des informations des égrégores, mais est-ce qu'elle, elle ne peut pas nourrir aussi des égrégores, créer des pensées elle-même ah mais qui bien sûr, oui. génèrent ça? Si, D'accord, ça on si, n'en a si, pas si. parlé de le Si elle peut entretenir ou créer par ses propres vibrations, des égrégores, mmh, qui correspondent à ces vibrations. Donc ça peut être, si elle vibre, avec des fréquences élevées et vibre la joie, elle va entretenir des égrégores de joie, des égrégores de bien-être et de sérénité. Puis, si elle vibre la peur et cetera, bah, elle va entretenir ce genre d'égrégore, bien sûr, et voire en créer des nouveaux. et comment est-ce qu'elle fait pour créer une pensée? Sa pensée, comment elle se crée? Dans le dans le subtil ou comment est-ce que ça se manifeste? Parce qu'on a parlé des pensées qui provenaient de entre guillemets, je dirais presque de l'extérieur, même si c'est pas vraiment l'extérieur, hein, donc la source, la conscience supérieure et cetera. Mais elle, son mental peut-être générer quelque chose. Est-ce que c'est son mental? Est-ce que c'est autre chose? Qui crée la pensée? Ouais. Ben, Est-ce moi que je ça vais pas rajouter par rapport à ce qu'on a déjà dit, la source des pensées, oui, ça d'accord. Mais et donc quand elle va venir penser des choses négatives et qu'elle va venir, nourrir un égrégore, oui. c'est bien elle qui va venir créer quelque chose. C'est Ben, cette, c'est déjà présent dans le tout ou c'est un est-ce peu un que cercle vicieux parce que ça peut être un égrégore qui soit la source de sa pensée, négative, et le oui, fait qu'elle pense en négative, elle va entretenir l'égrégore, ou un autre de qui vivent similairement. Ça peut être, assez circulaire en fait, hein, ah comme, ouais, ça processus, hein. ça d'accord, mais si partons du principe qu'elle crée une pensée avant même que ça rentre dans un égrégore, comment Il y a est-ce pas qu'elle ça, crée ç il y a pas ça parce que la pensée, Comment ça? elle vient soit, comme j'ai expliqué, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu, hein, elle vient, d'une source, soit interne, donc c'est sa mémoire, Ouais. soit de la source, soit de sa conscience supérieure. Donc sa pensée, elle est pas générée par son mental vraiment. C'est pas le mental qui c'est le mental, non, le mental, il va croire qu'il crée la pensée, mais ça vient pas de lui en fait. Lui, il vient juste, la 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 trans modéliser la quoi, la trans la réduire et la transformer un peu, la restreindre, mais c'est tout. Ce qu'il va faire lui concrètement, ça va être juste ça, enfin éventuellement la communiquer à l'extérieur. Mais mmh. le mental, il va pas faire plus que ça. Il va pas être en tout cas la source de création de la pensée. Oui, En tu tout vois cas, pas de c'est pas ce que je création de par d'accord. OK, je voulais juste vérifier ça, très bien. Parfait. Est-ce qu'on te montre autre chose?
par rapport à la pensée qu'on devrait savoir? C'est quelque chose qu'on entend fréquemment dans le milieu spirituel, et dans le milieu thérapeutique, mais là, si on me le dit, c'est que c'est vraiment important de le répéter. C'est que cette pensée, elle est créatrice. Elle est créatrice, elle va entretenir, par exemple, justement des égrégores ou en créer des nouveaux. Et qu'on a une responsabilité en plaçant notre intention pas seulement sur notre mental, qui lui n'est pas la source de la création, mais qui peut choisir de l'exprimer et de la répéter, hein, quelque Mmh. chose qu'il a reçu. Mais aussi, notre responsabilité, c'est aussi de la placer au niveau de notre conscience supérieure, de notre âme, en plaçant l'intention de n'entretenir ou de ne créer que des pensées qui vont, euh, vers un monde meilleur. Donc, arrêter d'entretenir ou de créer des nouveaux égrégores négatifs. C'est surtout ça que, que l'humanité a besoin de, de changer, parce qu'il y a énormément d'humains sur la planète actuellement qui entretiennent ou qui créent des entités, ils créent aussi des entités d'ailleurs, mais on peut les considérer comme des égrégores spécifiques, mais et des égrégores négatifs, et donc c'est accepter notre part de responsabilité dans ce qu'on entretient et ce que l'on crée. Et ça, on a quand même ce pouvoir avec notre mental de placer une intention pour qu'on soit moins dans ces processus-là. Et cette intention, quand on la place, on fait intervenir notre conscience supérieure. Donc notre mental, même si ce n'est pas lui qui est à la source des pensées, il a quand même cette possibilité de choisir et de placer cette intention pour modifier les pensées qui vont le traverser, qu'il va redistribuer en fait. Mmh. Donc c'est important que le plus de personnes possible soient dans cette démarche, cette intention d'entretenir des égrégores positifs et d'arrêter d'entretenir ou de créer des égrégores négatifs. Que ce soit de la peur, que ce soit sous d'autres formes. Mmh. Oui, puis c'est l'effet de masse et puis, au niveau vibratoire, plus on est Voilà. nombreux et plus ça Et il faut bien mmh, comprendre que cette responsabilité, c'est une responsabilité collective, et que chacun, on est tous à l'intérieur de cette espèce de mer, cet océan dans lequel on a le choix. Soit on va enlever la pollution et puis nettoyer l'océan, soit on va y rajouter des ordures. Et mmh, on baigne tous dans cet océan. Et ben l'océan, c'est les terres, et puis les ordures, c'est les égrégores négatifs. Voilà, c'est un peu, pour simplifier le tableau, c'est un peu ça. mmh mh. Donc à nous d'être, de placer notre intention pour purifier et nettoyer l'océan dans lequel on baigne tous. OK. Je pense que le message est passé.